Mais d'abord, cet événement à la fois inattendu et très spectaculaire. Oui, ça s'est passé au lever du jour à Belgorod, côté russe. Un incendie s'est déclaré suite au bombardement d'un dépôt de pétrole. Il a nécessité, selon les Russes, la présence de 170 secouristes sur place, mais n'aurait fait aucune victime. Les Russes qui accusent l'armée ukrainienne d'avoir envoyé des missiles depuis 2 hélicoptères. Le ministre de la diplomatie ukrainienne, lui, ne peut ce soir ni confirmer ni infirmer cette attaque. Les explications de Florian Litzler. Les missiles frappent et mettent le feu au dépôt de carburant. Sur ces images, sous un autre angle, on voit les hélicoptères attaqués. À la suite, 2 salves de roquettes chacun. L'attaque a lieu à Belgorod, en Russie, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Un tel assaut sur le territoire russe est totalement inédit dans le conflit. L'Ukraine l'a-t-elle mené? Tout l'indique. Dans cette vidéo, on voit un des hélicoptères s'éloigner. Il s'agit d'un modèle Mi-24 en service dans l'armée ukrainienne et dans l'armée russe. Moscou accuse les Ukrainiens qui ne démentent pas, mais ne confirment pas non plus. Les dégâts ne sont pas majeurs, mais le symbole est fort. Les Russes préviennent déjà. On ne peut pas considérer cela comme quelque chose qui va créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations. L'attaque n'a pas fait de victimes. Voilà les 2 hypothèses, attaque ukrainienne où ils montrent leur force avant les négociations ou manipulation, si on veut, russe. Quoi qu'il en soit, prenons l'une après l'autre. D'abord, l'attaque ukrainienne, ce serait une démonstration de force? C'est un coup d'éclat. Si effectivement c'est les Ukrainiens, c'est extraordinaire déjà d'avoir encore des hélicoptères en état de vol qui soient capables de traverser autant de dizaines de kilomètres dans un espace contesté chez eux, puis ensuite passer dans l'espace aérien russe, qui est censé avoir les meilleures défenses aériennes du monde, et réussir ça, c'est extraordinaire. C'est pas la première fois que les Ukrainiens arrivent à taper sur le territoire russe. Ils ont tapé 2 aéroports sur lesquels ils ont détruit des avions de chasse et un avion de transport, un Ilchin 76, et ils n'avaient pas revendiqué par le passé. Donc là, on est peut-être sur la même configuration. Et de mon point de vue, c'est quand même révélateur de fronts sur lesquels il y a quand même une tendance aux Ukrainiens d'avancer. On est par exemple sur le nord de Soumy, on est par exemple dans le sud vers Kherson. Il y a plusieurs fronts sur lesquels les Ukrainiens avancent réellement. C'est pas révélateur de ce qui se passe dans le Donbass, où c'est plutôt les Russes qui ont l'ascendant. Mais ils peuvent peut-être se permettre ces coups d'éclat parce qu'ils ont confiance ailleurs. Écoutez l'hypothèse adverse. Sergueï Girnov, vous êtes avec nous en direct, ancien membre du KGB. Vous portez un regard très critique, et c'est un euphémisme de le dire, sur l'actuel régime à Moscou. Il y a une tradition de mise en scène, de manipulation, d'auto-attaque en Russie. Cette hypothèse-là, certains observateurs la font ce soir. Oui, il faut la partager, il ne faut pas l'éliminer, parce que nous savons très très bien que Poutine, déjà en 1999, quand il est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, a organisé les explosions dans la ville de Moscou. Ça a été prouvé, il y a des livres qui ont été écrits ça, et cette déclaration a coûté la vie à, par exemple, à Alexandre Litvinenko, qui a publié le livre « Le FSB fait sauter la Russie » avec l'historien Felchtinsky. Donc les Russes le faisaient, et les services de renseignement américains nous prévenaient qu'en fait les Russes se préparaient à faire des démonstrations comme ça, en fait des provocations. Mais pardon, Sergueï Girnov, quel serait leur intérêt à ce moment-là? Leur intérêt, c'est de démontrer d'abord la férocité ukrainienne qu'il raconte à toute sa population. C'est ça, en fait, parce qu'il dénonce quand même, les Russes dénoncent à la télévision russe les Ukrainiens comme les néo-nazis. Donc voilà, il y a cette férocité prétendue ou supposée des Ukrainiens qui serait à ce moment-là l'accusation. Vous savez, c'est la même chose que Staline a fait à Katyn. En fusillant les officiers polonais. En termes d'équipement, on parlait des hélicoptères, on a parlé dans des émissions précédentes des javelines, ils sont quand même très aidés, les Ukrainiens. Il faut dire, ce qu'ils ont fait là, c'est sans doute avec une aide occidentale. De toute manière, il y a de bonnes chances que un raid de cette nature a été très bien préparé. C'est-à-dire qu'ils ont volé aux bonnes altitudes, ils ont vu quels étaient les angles et les cônes. Enfin là, je pense que je parle sous contrôle de la bien meilleure spécialiste que moi, mais sous les cônes radars. Et ils ont fait tout un calcul des altitudes, des portées de tir, des visions. Et c'est un très joli raid. Mais encore une fois, ils sont très bons en raid. Ils sont excellents en raid, mais parce qu'ils ont du rance. Sergueï Girnov, vous êtes toujours avec nous en direct. Est-ce que c'est un choc pour la Russie, ou bien est-ce que dans l'opinion en Russie, tout ça va passer relativement inaperçu?
normalement, Poutine table pour que ce soit un choc. Mais je voudrais dire que, en fait, ce qui est démontré par cet exemple, que si ce sont les Ukrainiens qui ont fait ce raid, ça veut dire que l'armée russe est complètement délabrée. Ça veut dire que rentrer dans l'espace aérien russe à la profondeur de 40 km, frapper une cible et revenir, c'est rester au moins 20 ou 30 minutes dans l'espace aérien et en temps de guerre. Ça veut dire que c'est contre-productif pour les Russes de dire que ce sont les Ukrainiens. Parce que ça veut dire que les Ukrainiens sont plus forts que cette armée qui se prétend être la deuxième armée du monde. Xavier Titelman, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie maintenant? Militairement, en tout cas, il y a des fronts sur lesquels, très clairement, il y a des offensives ukrainiennes qui ont fonctionné depuis quasiment une douzaine de jours sur certains terrains, qui ont obligé finalement la Russie à revoir à la baisse ses objectifs, et donc il y a des retraits. Par exemple, si on regarde le nord-ouest de Kiev, très clairement, les Russes ont dépensé beaucoup d'énergie, ils ont tenté des assauts aéroportés qui se sont révélés être des échecs, ils ont perdu certainement des milliers d'hommes dans cette région, donc ils sont en train de reculer. Le sud, par exemple, on voit la ville d'Odessa, ils ont essayé d'aller jusqu'à Odessa, donc ils ont dû remonter sur le fleuve qui s'appelle le Boug oriental, parce qu'il n'y avait plus de pont. Et pendant qu'ils essayaient de remonter avec une colonne qui faisait quasiment 150 km de long, ils ont été se faire attaquer sur leurs arrières. C'est-à-dire qu'on a certainement aujourd'hui des milliers de Russes qui sont encerclés entre Mykolaïv et donc le long de cette rivière. Sur le nord, du côté de Kharkiv, du côté de Soumy, il y a également des contre-offensives victorieuses. Par contre, très clairement, du côté du Donbass, là, les Russes mettent tous leurs moyens parce qu'ils savent que finalement, s'il faut garder quelque chose, ce sera ça. Et la grande crainte, c'est le jour où Mariupol va tomber. Ça fait 3 semaines qu'on annonce la chute de Mariupol. Mariupol va finir par tomber. Il y aura des dizaines de milliers de soldats russes qui seront disponibles pour remonter. Et on va arrêter d'être dans cette guerre immobile sur laquelle on voit des fronts qui avancent à un village près. Et on va recommencer à avoir une guerre de mouvement qui veut certainement finir d'envahir le Donbass et peut-être se limiter au Donbass et cette frontière sud. Mais politiquement, vu que l'Ukraine a quand même l'avantage sur un certain nombre de territoires et qu'il y a quand même la moitié de l'armée qui n'a pas commencé à se battre. Toute l'armée qui était destinée à retenir la Biélorussie qui allait finir par attaquer mais finalement qui ne va pas le faire. On a un tiers de l'armée qui n'a pas commencé à se battre côté ukrainien. Ils sont chez eux, ils ont encore des réserves et ils peuvent avancer de ce côté-là. Ça risque d'être encore très lourd en perte pour les Russes. Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Ça, on le verra. Vous observez toutes les armes qui sont détruites. On a vu des chars, mais pas seulement des chars. Qu'est-ce qu'on peut dire en regardant ces armes? Parce que vous avez le regard du passionné et du spécialiste. Alors, avec une équipe, on collecte jusqu'à 2 à 3 000 messages qui sont postés chaque jour avec des photos, des vidéos. Parfois, effectivement, avoir des images qui viennent directement du front, elles ont du retard. Il y a un exemple tout au début de cette guerre dans lequel un soldat a fait un selfie avant un assaut. Ils ont identifié que c'était dans un gymnase, ils ont tapé le gymnase, ça a fait 15 morts. Donc depuis cet événement qui a eu lieu dans la première semaine, effectivement, les Ukrainiens ne partagent plus aussi directement. Vous faites un travail extraordinaire, je tiens à le signaler. Anne Sefton a une très bonne expression, elle dit vous êtes le Guillaume Rosier. Non, mais c'est très sérieux. Vous faites un travail vraiment de collation. Pendant le Covid et pendant l'Ukraine. Je ne suis pas tout seul. Ouais. Non, il y a une équipe avec l'école de guerre économique à l'IHEDN. Merci. Exactement. Et du coup, ça permet de voir dans quelle ville il y a des combats, dans quelle ville les Ukrainiens sont revenus, dans quelle ville est-ce qu'ils revendiquent. Chacun revendique quand même ses victoires, mais malgré tout, on peut quand même authentifier aujourd'hui plus de quasiment 2500 véhicules russes qui sont détruits. C'est pour ça, par exemple, on parlait de Irpin. On sait qu'il faut maintenir les armées à plus de 20 km de la capitale pour qu'ils ne puissent pas bombarder à l'artillerie, parce que toutes les destructions qu'on voit, c'est de l'artillerie, c'est pas des missiles de croisière. Or, les Ukrainiens, avec leurs fameux drones, un petit peu les TB2 qui a eu beaucoup de succès, ils avaient cassé tous les systèmes d'artillerie qui tiraient à longue distance. C'est pour ça que Kiev n'était plus bombardé à l'artillerie. Et ce recul qu'on voit aujourd'hui, il en est la conséquence, c'est qu'ils n'ont plus les systèmes qui leur permettent, ça ne servait à rien de rester aussi loin, puisqu'ils ne peuvent plus avancer et qu'ils ne peuvent plus bombarder, autant se permettre de reculer, surtout qu'ils le savent très bien, ils ne prendront jamais Kiev avec leur armée aujourd'hui. Quelles sont les armes qui peuvent encore changer le rapport de force? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sur le terrain, mais il y en a 2 en particulier qui doivent arriver. Il y en a un qui s'appelle le Switchblade, qui est une sorte de ce qu'on appelle les munitions rôdeuses. Il y en a plusieurs sortes, mais là, les Américains vont en livrer une grosse centaine. Ce sont des armes qui peuvent voler plusieurs dizaines de minutes, une demi-heure, voir s'il y a éventuellement une cible et la viser en spécifique.
C'est-à-dire que ça permettrait éventuellement aux Ukrainiens de préparer des offensives, d'empêcher des assauts en face, et éventuellement, s'ils ne trouvent pas de cible tout de suite, ils peuvent le récupérer. Comment on peut opérer ce genre d'arme? Il faut être très formé ou bien on peut donner ça assez facilement? La formation est en cours, elle dure a priori plusieurs semaines, mais il y aurait des Ukrainiens qui sont en train d'être formés par les États-Unis en Pologne. Il y en a une deuxième arme qui est en train, justement, encore une fois, c'est la formation qui prend quelques semaines, par les Britanniques cette fois-ci, qui s'appelle le Starstreak, qui est un missile anti-aérien de nouvelle génération, qui n'est pas guidé infrarouge, qui est beaucoup plus rapide que les autres, qui est guidé laser. Et l'infrarouge a besoin de quelques secondes pour se refroidir, pour pouvoir intercepter une cible, tandis que celui-là, comme c'est laser, on voit la cible, on tire, c'est fini. Ce qui montre qu'on n'est pas très loin, en tout cas les anglo-saxons que vous citez là, américains, anglais, d'être co-belligérants. Allez, on joue un peu sur les mots, Olivier Kemp. Allez, belligérants. Techniquement et légalement, non, ils ne sont pas co-belligérants, mais bien évidemment, les Occidentaux, et notamment les Anglais et les Américains, ce qui explique, pour revenir tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est Macron qui garde le contact? Parce qu'il y a une répartition des rôles. C'est l'occidental qui garde le contact avec Poutine. Bon. Mais donc les Anglais et les Américains sont directement avec les Ukrainiens. Parce que, pardon, on est parti du fait, on envoie des casques et des gilets. Là, c'est plus tout à fait la même chose. Quand on forme des gens en territoire polonais pour les envoyer, c'est quand même... Donc oui, il y a des livraisons d'armes, il y a un appui en renseignement, il y a un appui en commandement. Je pense qu'il y a aussi un appui sur l'appel en commandement évident. Et donc, il y a tout ce qui est de façon indirecte et pas trop visible, on y est. Enfin, les Occidentaux y sont. Sur le terrain, il y a plus de 10 000 missiles anti-chars et plus de 5 000 missiles antiaériens qui ont été livrés. On les voit aussi, même si effectivement, ce n'est pas du matos français qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a des commandos, américains notamment, sur le terrain? De tous les pays. De toute façon, on est sur place depuis 2014, on les forme à cette guérilla et à cette techno-guérilla. C'est ça qui fait tous ces ravages. Aucun pays n'a réussi à gagner contre Olivier Kemp. Souvenez-vous, 10 jours avant le déclenchement des hostilités, John Biden retire toutes ses troupes, tous ses conseillers militaires officiellement, de façon à ce qu'il n'y ait aucune bavure, que justement il n'y ait pas ce prétexte de belligérance. Donc, officiellement, aucun pays de l'Alliance Atlantique n'a qui que ce soit sur le terrain. Cela étant, on sait comment ça se passe depuis 30 ans, et puis depuis toujours. Il y a probablement des forces qu'on appellera couvertes, parce que c'est comme ça, qui opèrent.